Bonjour à tous et bienvenue sur Il y a de la joie dans tes oreilles. Bonjour, aujourd'hui nous allons accueillir Claire-Marie. Bonjour Claire. Bonjour. Alors Claire, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue clinicienne, chercheuse, auteure et chamane. Donc, ça fait beaucoup. Oui, on peut dire ça. Merci à vous. Alors là, vous êtes où d'ailleurs aujourd'hui? Parce que vous Là, n'êtes je pas en suis à France, Londres, vous êtes à Londres. voilà, Donc là vous où j'habite. vivez entre Paris et Londres, c'est ça? En fait, j'habite à Londres et puis je viens souvent en France pour visiter ma famille et travailler. Ouais. Alors, merci à vous d'avoir accepté cette invitation et on va parler principalement de votre chemin spirituel, des événements de votre vie et puis de là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, si vous aviez quelques, j'allais dire, points clés dans votre vie pour nous dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, ça serait quoi les événements majeurs de votre vie qui vont un peu transformer la personne que vous êtes? Euh, c'est drôle, l'autre jour, je racontais que quand j'avais 20 ans, le jour de la tombée du mur de Berlin, je pédalais le long du mur. Quand j'ai vu les gens sortir comme ça, donc le mur s'est ouvert. Donc voilà, c'était un petit événement de ma vie. Euh, Un autre peut-être événement, c'est aussi quand j'habitais à Berlin, quand j'avais 20 ans, j'ai rencontré un ethnologue russe qui nous montrait des photos d'une expédition qu'il avait fait en Sibérie ou au Kazakhstan. Et j'ai vu la photo d'un arbre où étaient attachés des rubans. Et il m'a expliqué que c'était les femmes qui mettaient ça pour appeler la fertilité. Et en fait, je suis un peu tombée amoureuse de cet arbre. C'est devenu une obsession. Il fallait absolument que je parte en Russie pour aller voir cet arbre, rencontrer cet arbre. Je pense que c'était un appel chamanique quelque part, mais à l'époque, je ne le conceptualisais pas comme ça. Mais bon, ça m'a amené à apprendre le russe, à partir en expédition. Et quand je suis rentrée de la longue, longue expédition qui s'est passée d'ailleurs pendant l'année du putsch, euh, j'étais dans le train, j'étais fatiguée, j'en avais marre d'être avec 15 Russes, j'en pouvais plus. Et j'ai demandé à Sacha, le chef de l'expédition, écoute, mets-moi dans le train, je rentre, salut, je pars. Et je suis rentrée du centre de la Sibérie vers Moscou. J'ai rencontré les personnes qui étaient les gardiens du train un peu et qui m'ont dit, Claire, viens, viens, on te ramène, on va t'amener au lac Baïkal, c'est chez nous, viens avec nous. Et j'étais tellement épuisée que j'ai dit non, quoi. Je n'avais pas l'énergie de repartir. Et c'est peut-être un des regrets de ma vie. Je me suis dit, là, les esprits m'appelaient et je n'ai pas répondu oui. Mais bon, ils sont réapparus 30 ans plus tard pour m'appeler vers la médecine aztèque. Quand j'étais en Angleterre, j'avais fait des enfants, j'ai étudié la psychologie, etc. Et en fait, j'étais appelée à participer à une formation, en fait. Au début, je ne voulais pas, mais bon, j'ai dit oui, comme ça, un peu intuitivement. Et c'est une formation qui a commencé à m'apprendre les principes de la médecine aztèque qui ont complètement bouleversé et transformé ma vie et ma pratique de clinicienne. Je raconte ça dans mon premier livre, Comment je suis devenue chamane. Et, et petit à petit, en fait, ça m'a tellement bouleversée et transformé ma pratique de psychologue que j'ai eu besoin d'écrire un livre pour donner sens à ces expériences spirituelles. Euh, et le livre, voilà, a été un peu imprimé comme ça, boum. Je ne l'ai même pas imprimé sur papier avant qu'un éditeur le prenne, ce qui est quand même, voilà, un peu étonnant. Et du coup, les gens sont venus vers moi en lisant le livre. Je crois qu'il a touché pas mal les gens euh, qui, euh, qui aussi sont connectés en fait à la nature, à l'invisible. Et de là, j'ai continué à faire mon travail chamanique. Et en fait, après, c'est les patients qui deviennent vos maîtres, en fait. Et donc, j'ai continué, ça a transformé ma vie. J'ai suivi l'appel. Voilà. Ça, comme ça que je pourrais résumer. Et puis après, je voulais écrire un deuxième livre. Et, mais je n'avais pas envie de raconter de nouveau mon histoire. En fait, on écrit un peu son histoire qu'une fois. On va pas. Et c'est là où je me suis sentie appelée par l'esprit des maladies qui m'ont amenée dans une autre aventure dont on parlera peut-être après. Mais voilà. Ah oui, bien sûr, En, bien en sûr. résumé, voilà. Bon, c'était vite fait là. Hein. Et 3 minutes 30. alors, ce chemin spirituel, comment vous définiriez justement ce que c'est votre spiritualité aujourd'hui? Parce qu'on parle de la connexion à la nature, la connexion aux arbres.
Comment on pourrait mettre des mots justement sur cette connexion et ce qui fait qu'elle change aussi votre approche à la fois en tant que Mm. psychologue et puis en tant que femme, j'allais dire, hein, parce que c'est vraiment à tous les niveaux. Oui. Alors, donnez-moi un petit moment. Comment je peux définir ma spiritualité? En fait, c'est un état d'être. Là, c'est marrant parce qu'avant de... Enfin, marrant. Le feu voulait vraiment que j'allume une bougie. Des fois, j'oublie, hein, quand j'ai une interview, j'allume pas toujours une bougie. Et je pense que c'est le feu qui m'a transformée, en fait. J'ai eu cette première initiation. Non, c'était avant. Oh, j'ai perdu le fil mais qui a transformé mon rapport à la nature, en fait. Euh, J'entendais l'autre jour que quelqu'un disait à un scientifique que oh non, je ne vais même pas raconter ça parce que c'est trop imprécis. Mais il racontait qu'il y avait la vibration, notre vibration en fait est en résonance avec celle de la Terre. Et c'est physiologique, on peut le mesurer en fait. Et je crois que ça explique cette connexion si profonde qu'on peut avoir avec la nature. Euh, et je pense que c'est à travers cette connexion-là et le fait que dans la médecine aztèque, euh, on utilise la nature pour soigner, qui les deux ont fait comme une espèce de danse en fait, euh, tout en réavivant ma relation au Christ et au Bouddha. Donc ça aussi, l'appel du Bouddha était très fort, hein. Euh, donc en fait, tout se mélange un petit peu. Je peux définir ma spiritualité en disant, bah, en fait, je ne peux plus survivre dans une ville, en fait, alors que j'aime passionnément les villes. Je trouve que c'est des lieux où l'humanité, enfin, c'est juste étonnant, les villes. J'adore hein, être en vélo en ville, observer les gens. Enfin, mais je peux plus survivre, en fait, parce que c'est trop dense et j'ai pas ce rapport à la nature. Euh, donc, quelquefois, j'ai l'impression que j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de frontières, hein. Donc, si on me met avec je sais pas, une tribu qui honore la lune au milieu de l'Afrique, bah, je vais faire pareil. Enfin, j'ai pas les cases qui vont me dire, mais non, Claire, t'es chrétienne. Enfin, ça va pas, c'est pas, ça se fait pas. Ou c'est comme si j'ai même quelquefois le sentiment d'être un peu une voleuse, tellement les symboles, les cultures, les formes peuvent me toucher profondément. Euh, et je peux m'engouffrer en fait dans une forme, euh, peut-être trop, hein, c'est pas, je dis pas que c'est la panacée, mais donc du coup, ma spiritualité, je dirais, c'est la capacité d'être en reliance avec l'énergétique, à la fois la nature et l'invisible. Et bien sûr, j'ai des outils, j'ai quand même la base de mon métier de psychologue euh, qui m'aide à écouter les gens, à écouter leurs histoires, à aller chercher. Voilà. Et puis, j'ai les outils de la médecine aztèque qui m'ont initié. Donc, je pense quand j'ai reçu cette initiation, quelque chose a dû s'ouvrir dans mes chakras qui font que je télécharge, comme dit, j'ai une amie en Angleterre, elle dit download, et comme on dit sur Internet, quoi. Je télécharge, voilà. Peut-être trop d'ailleurs. Euh, et puis, j'ai la méditation bouddhiste, à la fois zen, et ma connexion avec le bouddhisme tibétain à travers les montagnes de l'Himalaya, et ma connexion au Christ, en fait, qui est à la fois culturelle et très profonde. C'est, euh, Ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi quand j'ai écrit mon premier livre et que surtout les femmes venaient vers moi pour travailler. C'est à quel point en Occident, en fait, le Christ est une figure mais complètement centrale, qu'on aille à l'église ou pas, en fait. C'est presque même pas corrélé, quoi. Euh, donc, euh, voilà, je dirais j'ai une spiritualité mouvante qui est vraiment pas enfermée dans les dogmes au point même où, par exemple, là, je suis à Londres depuis 2 ans, je vais un peu à l'église, mais aussi en partie pour me connecter aux gens, en fait. Donc, j'ai besoin d'être en présence euh, j'ai pas besoin d'aller à l'église pour être en présence du divin, hein, mais il y a quelque chose d'aller se corréler à la communauté. Et il y a une communauté très chaleureuse que j'aime beaucoup. Et les Anglais, quand on rentre dans une église, les gens sont contents d'être là, ils vous accueillent. En France, je trouve qu'il n'y a pas ça. Dans les églises catholiques, on a à peine peur de se serrer la main, quoi. Euh, donc, je ne veux pas généraliser, mais en tous les cas, je me suis toujours mieux sentie dans les églises anglicanes.
que dans les églises catholiques. Et les gens m'ont accueilli, il y a une grande, grande chaleur, on boit du café à la fin. Enfin, c'est pour être ensemble, c'est pas juste. Mais bon, petit à petit, j'ai réalisé qu'en écoutant les sermons, il y avait toute une relation au divin que ces gens avaient qui n'était pas la mienne, en fait. Donc, ça ne me dérange pas parce que je vais pour être dans le lien. Mais au bout d'un moment, en fait, j'observe que ma relation au divin, elle est pas, elle est plus immanente que transcendantale, en fait. Je peux être gênée par l'extériorisation même de l'idée du divin. Euh, quelquefois, dans le rapport au Christ ou à Dieu, c'est extrêmement transcendantal et extériorisé, en fait. Et même le langage ou les chants peuvent pas me, ouais, presque me gêner quelque part. Ça correspond pas. Chez l'autre jour, ça m'a fait ça l'autre jour, même dans l'église franciscaine de Vézelay, que j'aime beaucoup, la petite église, quand on descend le long de la colline de Vézelay. Et la spiritualité franciscaine, elle est vraiment immanente. Enfin, et ben même là, je ne sais pas pourquoi ce matin-là, les chants m'ont agacée parce qu'il y avait cette extériorisation. Euh, mais c'est pas toujours le cas, hein. C'est un lieu que. Donc, ouais, voilà, c'est ma réponse. Et en même temps, c'est intéressant parce que en vous écoutant, je me disais, bah oui, on a une spiritualité intérieure, hein, bien sûr, hein, qui nous traverse et qui est inhérente à chacun et singulière et vraiment c'est très personnel. Et en même temps, il n'y a pas un moment donné où on a le devoir, alors j'utilise ce mot, justement de le partager, de le transmettre ou de l'incarner, de le matérialiser dans notre chair pour pouvoir justement qu'il se puisse vers un mouvement vers l'extérieur. Donc, je m'interroge par rapport à ce que vous venez de dire justement sur Alors, l'intérieur et l'extérieur. À quel moment c'est juste de l'extérioriser ou en tout cas de le manifester? c'est intéressant, je repars un tout petit peu en arrière. Ah, vos questions sont intéressantes, je ne m'attendais pas à ça. Euh, euh, Parce que en vérité, je dis, j'ai une spiritualité qui relève plus de l'immanence. C'est pas complètement vrai puisque je suis bombardée par les esprits. Je pense que c'était plus par rapport à la chrétienté en fait que je disais ça. Euh, donc en fait, oui, c'est peut-être par rapport à ça que en Occident, dans la cosmologie chrétienne, on a tendance à toujours extérioriser l'idée de Dieu. Dans d'autres cultures, on sait que la forme extérieure et la forme intérieure existent en parallèle, en même temps. Je lisais ce livre-là sur Kuan Yin, l'auteur décrit ça. Donc, les gens n'ont, comment dire, en Inde, les gens honorent des centaines de dieux, mais intérieurement, ils savent que ces dieux sont des archétypes, sont des images qui nous amènent à la source qui finalement est intérieure. Donc, il y a une fluidité entre l'intérieur et l'extérieur dans les pratiques et dans la conception du divin que en tous les cas, qu'on retrouve moins dans la chrétienté. Par rapport à qu'est-ce que j'ai le devoir, en fait, je vais vous avouer que le plus je réfléchis à ma vie, le plus je me dis, mais à certains moments, j'ai l'impression de ne pas avoir de vie, en fait, pas avoir de vie personnelle. D'accord. C'est-à-dire et ça c'est mon travail personnel, d'apprendre à en avoir une, parce que c'est pas complètement vrai, mais c'est que finalement, je me laisse tellement prendre par le devoir, comme vous le décrivez, c'est pas un mot que j'aurais employé particulièrement, mais pour rebondir sur votre question, je me laisse tellement prendre par l'extérieur ou par les besoins des autres ou que finalement, quelquefois, j'en oublie mon besoin à moi, en fait, d'être une femme, d'avoir une maison, je peux avoir ça quand les patients viennent vers moi. Bon, maintenant, je commence à faire des efforts, à être plus baume en disant, bah voilà, messieurs, dames, c'est mon tarif, et que je ne me mets pas tout de suite à la place de l'autre, en fait. J'ai une espèce de... donc ça, ce phénomène dissociatif, il relève souvent de l'enfance, des traumas, etc. Et donc, il y a pas... Tout est lié dans la spiritualité aussi. On n'est pas juste ça ou ça, on est un mélange, en fait, de notre histoire personnelle et de la façon dont on laisse l'invisible. Mais j'ai l'impression que ma vie va mieux
quand j'accepte de pas en avoir. Ça paraît bizarre, mais quand je surrender, quand je dis bon bah d'accord, ok, ok, je choisis. Là, par exemple, à Londres, ça fait ça, quoi. J'adore Londres, j'avais envie de rester à Londres, etc. Et là, il y a 10 jours, j'ai dit non, mais c'est pas possible, j'en peux plus, je pleure trop. Dans le bain, j'ai demandé aux esprits, bon, écoutez, où est-ce que je vais? Boum, Glastonbury. Euh, je vais sur Internet, je trouve une dame qui a, qui a monté une maison pas une maison de retraite dans le sens français, mais un retreat center, comment on dit ça? Un endroit de spiritualité où elle loue ses chambres à des guérisseurs ou des écrivains, ou enfin quelque chose de culturel aussi. Euh, voilà, une chambre pour 3 mois. J'y vais, je dis je la prends. Elle me dit, ah, vous savez, en fait, j'ai un petit studio, c'est tout petit, hein. J'ai un petit studio, mais bon, vous pouvez l'avoir pour 6 mois minimum si vous voulez. Bon, voilà. En 2 jours, l'affaire était classée. Mais c'est parce que j'avais, j'avais accepté de plus choisir, en fait. Donc, quelquefois, j'ai l'impression de ne pas choisir. Là, par exemple, ce qui se passe avec mon livre, c'est que les gens qui viennent maintenant, c'est des gens qui ils n'ont pas toujours lu mon livre, mais ils m'ont découvert par des articles ou YouTube et en fait, ils ont déjà fait un travail intérieur. Ils sont extrêmement élevés dans leur processus spirituel. Donc du coup, moi, je les accueille dans ce rapport-là et tout le travail du livre et de la spiritualité du livre, ça monte, ça s'élève en fait. Mon travail s'élève, mais en même temps, il monte en puissance. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que là, j'arrive plus à survivre en ville, dans un appart en béton, parce que le travail monte en puissance. Et en fait, après, quand ça redescend, c'est moi qui me prends les châtaignes. Bon, pour dire. Et là, je me dis, non, mais c'est plus possible, hein. Il faut que j'ai la terre, il faut que j'accueille les gens sur la terre ou que moi, je sois reliée à la terre profondément pour pouvoir faire ce travail. Sinon, je vais devenir folle. Même si le travail lui-même, il est juste magnifique et très, très nourrissant pour moi aussi. Euh, donc, mais là, j'ai besoin de la terre. J'ai plus le choix, en fait. Donc, c'est en fait ma spiritualité qui va m'amener à aller trouver une terre où j'espère enfin pouvoir me poser un petit peu. Mais si moi je cherchais une terre pour moi, en me disant, bon, allez, Claire, écoute, ça va, maintenant, il faut que tu trouves. J'y arrive pas. Donc, voilà, c'est un peu comme si j'étais envahie par ma spiritualité, on va dire. Et si je me bagarre contre elle, eh ben, ça va pas très bien. Ça ne fonctionne pas. Mais moi, ce que je ressens là quand vous parlez, c'est qu'on a l'impression qu'il y a les esprits qui sont là à 360 et puis en fait qui disent, ouh, on a plein de trucs à dire, on a plein de trucs à faire. Et du coup, voilà, ce besoin d'ancrage et ce besoin d'être relié à la terre pour pas être complètement down et d'être en capacité de recevoir, d'être un contenant finalement. C'est peut-être Voilà. ça. Et puis de ne pas dire oui à tout, Mhm, mhm. parce que les esprits, ils sont tellement euh, crave, ils ont tellement envie d'être vus Oui. que hier, c'était intéressant, j'ai fait un soin avec une femme qui venait pour quelque chose euh, de personnel. Et en même temps, elle a une profession qui la relie à la médecine, etc. Et puis, elle est très ouverte. Et dans le voyage chamanique, dans le travail spirituel qu'on faisait, c'est comme si j'étais bombardée d'informations potentielles par rapport à son travail, par rapport à comment son travail fait écho avec mon travail. Et en fait, j'étais obligée de dire non, 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 ça sera pour plus tard, si ça doit être, en fait. Euh, donc, d'où l'importance de la méditation. C'est comme si peut-être, si je suis honnête, j'ai quelquefois j'ai l'impression qu'avec le travail énergétique que je fais, pour pouvoir être dans l'équilibre, il faudrait que je fasse 1 heure de tai chi tous les matins, 1 heure de méditation, que je mange très bien et que j'aille me promener dans les parcs pendant 1 heure, quoi. Bon, mais je le fais pas. Je bois du café, je suis humaine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, Donc je suis ça, hyper déçue là, je suis hyper déçue. Alors, Claire-Marie ne boit du café, ça va pas du tout. A une vie de femme, ça va pas du voilà, tout. exactement. Et Donc moi voilà, qui mais pensais en que même vous temps, étiez en fait au-dessus de tout ça. Non, mais je trouve ça super de le redire hein, parce que finalement, on a quand même, enfin, en tout cas, dans la projection de du public, du grand public, mais même voilà, c'est comme si on se donnait des injonctions aussi d'être parfaite ou d'être voilà, parfaite. Et finalement, n'oublions pas que voilà, le café, bah, c'est pas forcément le meilleur boisson pour la santé, mais on aime bien quand même en boire de temps en temps. Et puis bien manger, etc. Bien sûr, c'est bien de se le redire aussi. et,
Et donc, voilà, l'autre jour, je vous raconte une petite anecdote. J'ai fait une conférence à Caen et une femme était là. Et je sentais qu'elle était émue hein, dans la conférence. Je ne sais plus ce que j'ai raconté. Je devais vraiment être moi-même. J'ai dû leur dire, vous imaginez, je suis vraiment paumée en ce moment. Je suis paumée. Et le lendemain, cette femme est venue. Elle m'a dit, Claire, tu peux pas imaginer le bien, on se tutoyait, voilà, le bien que tu m'as fait quand j'ai entendu que tu étais paumée. En me disant, non mais cette femme, elle est lumineuse. Elle est paumée. Mais c'est magnifique. Et c'était touchant, en fait, d'avoir le retour, en fait, de cette femme, parce que bon, c'est pas, voilà. Voilà, donc voilà. Là, Donc souvent, je suis paumée. en ce moment, vous êtes paumé. Bon, alors on va parler maintenant un petit peu alors j'allais dire alors des esprits quand même un petit peu pour faire le lien avec la spiritualité, ces esprits, comment vous les ressentez? Enfin moi, du coup, c'est une question que je me pose et comment vous les ressentez, puis justement au niveau de capter les choses importantes et moins importantes, comment se fait le travail justement à travers vous quand vous avez des infos, et puis on va glisser tranquillement après vers les maladies, vers les messages. En fait, je les vois pas. Donc, je ne vois pas les esprits. J'ai des visions dès que je suis connectée aux gens. Donc, mais je vois pas de fantômes ou voilà. Mais c'est comme si, par exemple, l'autre jour, j'ai été faire une cérémonie dans un des parcs de Londres. C'est pas un parc, c'est une forêt. Donc, une petite forêt au centre, en haut de Londres. Et, euh, et comme je quitte Londres et que j'ai envie d'y revenir, j'avais envie de me connecter, mais de façon plus cérémoniale. Bon, j'ai déjà pas mal fait, mais avec les arbres. Et donc, j'ai fait une cérémonie. J'ai ouvert un lieu. Voilà, pendant 2, 3 heures, j'ai bossé longtemps. Et j'ai eu l'impression, je me suis dit, tiens, je me suis créé un chez moi à Londres. Et là, je quitte dans 10 jours, je suis dans mes cartons, etc. Je n'ai pas vraiment le temps de repartir à 45 minutes. Mais là, et ben voilà, les esprits appellent. C'est que la forêt veut que je revienne. Donc en fait, j'ai pas le choix là. Il va falloir que je trouve le. Et c'est comme si je ne le fais pas, les esprits. Enfin, c'est comme ça que je l'entends en fait. Les esprits, l'énergie qui s'est attachée à ces arbres. J'ai ouvert quelque chose, j'ai réveillé. Il va falloir que j'aille m'y asseoir en me disant bon Claire, qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit que j'avais élu ce lieu pour moi à Londres. Je l'ai dit. Maintenant, c'est trop tard. J'ai enclenché quelque chose. Il faut que j'en sois responsable et que j'aille voir pourquoi il me rappelle. Donc ça, c'est peut-être une réponse à vos questions. Euh, Sinon, c'est plus des intuitions, d'ailleurs, qui peuvent se passer quand je suis avec les humains ou si je tombe amoureux d'un homme. Alors, par exemple, je tombe amoureux d'un homme ou je suis attirée par un homme, donc quelque chose va s'ouvrir dans mes chakras, ou même sans que ça soit forcément sexuel, mais il y a une émotion comme ça qui s'ouvre, et dans cette ouverture va s'engouffrer des informations dont j'ai pas toujours envie, hein. D'ailleurs, c'est un problème d'avoir trop d'informations, en fait. C'est comme si je lisais le chant, enfin que on a notre corps éthérique, et ce corps éthérique, il est connecté au champ universel, donc au champ d'information, à l'inconscient collectif euh, et, euh, et qu'en fait, je voyais ces informations, je recevais ces informations. Donc, c'est extrêmement pratique quand je travaille. C'est pour ça que je suis efficace ou que les gens reviennent me voir, parce qu'effectivement, je lis. Mais donc, par exemple, si je travaille avec, là, les gens viennent me voir et je travaille de façon plus posée maintenant. Moins peut-être, euh, j'utilise moins le tambour, je suis plus dans l'immanence, en fait. Je me pose pour écouter euh, et, et j'ai des visions qui viennent. Donc, les visions, ça peut être des métaphores, mais quelquefois, après, quand les gens, à la fin de la séance, les gens me disent, non, mais comment vous saviez ça? Ou effectivement, c'est ça qui s'est passé. Ou l'autre jour, je sais pas, une dame me racontait que voilà, on était dans une méditation guidée, on va dire, on peut dire ça. Et puis, en fait, les informations que je donnais sur elle, elles me venaient comme des images. Et elle me disait, bah, c'est exactement ça que je venais de ressentir. Voilà. Donc, en fait, je reçois l'information du champ. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que euh, maintenant, j'apprends à m'en couper et à ne pas. Mais je ne peux pas prier pour quelqu'un sans recevoir des informations. C'est un problème. Parce que des fois, on a juste envie d'être en reliance avec la personne en disant, par exemple, là, j'ai une amie qui a perdu son mari. Elle est bouddhiste, on est très reliés spirituellement, et j'ai pas pu aller à l'enterrement. Elle m'a envoyé le lien de l'enterrement, et je voulais le regarder. Mais je me dis, mais je sais que je vais être bombardée d'informations.
Et donc, du coup, est-ce que je le fais? Parce que si je le fais, est-ce que je lui dis, tu veux que je lise les informations qui viennent ou pas? Alors, je pourrais me forcer à ne pas recevoir et peut-être que quand on parlait de plantes tout à l'heure, il y a les informations euh, du champ énergétique, elles envahissent. Mhm. Mon enseignante, elle me dit, Claire, tu te laisses trop prendre par le champ. Tu dois descendre euh, dans la terre, en fait, dans le silence de la terre, en fait. Et j'arrive mieux à le faire. Mais voilà, on est ce qu'on est. Et puis, c'est aussi mon outil de travail. Donc, je ne vais pas. Euh, mais voilà. Et donc ça, c'est quand je travaille à distance. Quand je travaille en face à face, c'est plus avec le corps. Donc, c'est aussi des images, mais la personne vient dans mon cabinet, je l'écoute une demi-heure. Euh, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, avant, quand je faisais des séances chamaniques sur Paris, je prenais les gens 2 heures et demie. Je les écoutais, mais j'étais psy pendant 1 heure et quart. Et après, je travaillais comme chaman. Et là, maintenant, j'ai moins besoin de ça. Au bout d'une demi-heure, j'en sais assez. Limite, j'ai plus envie d'écouter les histoires. Donc, j'aime encore, j'ai besoin d'écouter la personne, mais pas plus de 35 minutes, 40 minutes, et après, je peux faire le travail. Parce que j'ai suffisamment, en fait, j'écoute les histoires maintenant, non plus comme psychologue pour interpréter ou aller chercher ou faire que les gens parlent, mais parce que quand je connais l'histoire de la personne, ça me permet de traduire l'information. En écoutant l'histoire, ça m'ouvre pour aller chercher les informations. Et quand je reçois les informations, quand je canalise des rituels, je vais canaliser des rituels qui sont plus en reliance avec leur histoire. Donc, du coup, je pense que ça, là, pour le coup, et d'ailleurs, les chamans le font un peu, mais peut-être pas autant, mais recevoir un peu d'informations de la personne, moi, ça me permet d'être plus fine dans mes lectures du chant. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens qui, s'ils en reçoivent trop, après, eux-mêmes, ils rentrent dans le champ de la personne et ils n'arrivent plus à être canal. Moi, c'est pas, voilà, je pense que chacun euh, travaille différemment. L'autre jour, j'avais une séance avec un clairvoyant et j'ai dû lui dire des choses sur ma personne. Et en fait, à la fin, il travaillait pas bien parce qu'il n'arrivait plus à lire parce qu'il en savait trop sur moi. Il commençait à me donner des conseils, etc. Mais limite, ça m'agaçait parce qu'il n'était pas. C'est un monsieur qui est canal, point barre. Moi, je ne suis pas que canal. Le fait d'avoir eu toute cette formation de psychologue et la façon dont j'écoute l'histoire des gens, vraiment enrichit, je crois, mon travail énergétique. Et vous arrivez à faire la combinaison entre à la fois une approche psychologique plutôt occidentale et en même temps quelque chose de plus éthérique, enfin plus spirituel aussi de travail de canal, hein. Enfin, Ben, qui- pendant longtemps, surtout toutes les années après mon premier livre, c'était ça. J'avais l'impression que ma pratique de psychologue enrichissait mon travail de chaman. Mais parce que je travaillais avec des Occidentaux. Maintenant, j'ai quand même le sentiment que je suis appelée à être moins psychologue, à laisser tomber mon approche de psychologie, même si, voilà, c'est comme un musicien de jazz qui aurait appris la musique classique. Sa formation de musique classique va toujours être en lui et colorer sa musique de jazz. Ben, c'est un peu comme ça. C'est maintenant devenu, ça fait partie de moi, ma formation de psychologue. Mais l'invisible ou mon travail spirituel maintenant m'encourage à laisser tomber cette casquette, même si elle me sert de carcan, pour vraiment me laisser vivre par le. Mais c'est toujours une co-création. Ce que je vois, la raison pour laquelle mes soins sont puissants maintenant, euh, pas maintenant, ont une certaine puissance depuis mon deuxième livre, c'est parce que tout ce travail que j'ai fait sur l'esprit des maladies, c'est en partie parce que je me suis complètement donnée corps et âme, c'est le cas de le dire, à ce travail, mais c'est aussi parce que les gens qui sont appelés, qui me découvrent, eux-mêmes sont en vibration avec moi et c'est ça qu'ils veulent. Donc tacitement, ils m'autorisent et c'est leur confiance qui fait que je suis puissante. C'est pas moi qui suis puissante, c'est leur confiance qui me permet d'être complètement moi-même et de canaliser ce que les esprits ont
Alors justement, en parlant de l'esprit des maladies, moi, j'allais dire, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé sur cette rencontre avec l'esprit des maladies et pas l'esprit, j'allais dire, alors même s'il y a plein d'esprits dont on a déjà un petit peu évoqué, mais qu'est-ce qui fait que ça a été le fil conducteur ou en tout cas, à un moment donné, un fil où vous êtes senti, j'allais dire, à l'aise ou confortable ou en tout cas qui vous a appelé vers ces maladies et après. Confortable, je n'irai pas jusque-là. Euh, en fait, je travaillais à l'époque, donc j'ai publié mon premier livre en 2016, et puis j'ai continué donc je venais en France faire des soins, et puis je continuais à travailler. J'étais encore employée à l'hôpital. J'avais travaillé longtemps en douleur chronique, en management de la douleur, et, et puis j'avais observé que les gens qui souffraient de fibromyalgie, en fait, étaient habités par une énergie qui n'était pas juste la maladie. Je ne peux pas vous dire, j'avais l'impression, en plus j'avais vécu 10 ans avec un monsieur qui souffrait de fibromyalgie, et je voyais bien comment l'identité de son mal, de son syndrome, euh, avait un pouvoir sur lui. Euh, et pareil, chez les gens chez qui je rencontrais en douleur chronique. Et, euh, et puis après, je suis passée en oncologie. Et je sentais que l'énergie du cancer était autre chose que juste la maladie physique. Et un jour, j'ai rencontré une femme avec qui je suis toujours en lien. Sa maman avait eu un cancer quand elle avait 12 ans. Elle m'a raconté son histoire. Et elle est venue me voir parce qu'elle était tellement obsédée par l'idée qu'elle allait avoir un cancer qu'elle demandait à ce qu'on lui fasse une mastectomie, qu'on lui coupe les seins, alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire physiologique. Donc, euh, c'était pas comme si elle souffrait du gène BRCA, je ne sais pas comment on dit en français le gène. Vous savez qu'il y a un gène particulier, deux gènes particuliers qui sont corrélés avec une incidence de cancer très élevée. Et donc, quelquefois, il y a des femmes qui, quand elles découvrent que dans leur famille, il y a eu beaucoup de cancers, etc., elles choisissent d'avoir, elles ne sont pas malades, mais elles choisissent d'avoir une mastectomie pour se protéger donc ça, c'est une démarche très puissante. Et les femmes qui font ça, elles ont besoin d'évaluation psychologique. Et c'était mon travail, en fait. Et cette femme-là, elle n'est pas malade. Elle m'a regardée et elle m'a dit, Claire, quand j'avais 12 ans, le cancer est rentré dans notre famille. Mais, et en fait, quand elle m'a raconté ça, j'ai senti l'esprit du cancer. Et elle a grandi, sa mère était malade, et elle n'est pas morte tout de suite, sa maman. Donc, elle n'a pas perdu sa maman quand elle était jeune, elle l'a perdu plus tard, mais le cancer était rentré dans sa famille. Elle a eu un cancer du sein la même année que sa maman avait eu un cancer, la même année, au même âge que sa maman. Euh, et là, j'ai compris que les esprits avaient une maladie. Et petit à petit, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas? Parce que je cherchais un peu un sujet pour mon prochain livre. Je me suis dit, bah, tiens, idiote que j'étais, non, mais il faut le faire, hein, pour dire, oh, tiens, je vais écrire un petit livre sur l'esprit des maladies. Non, mais si j'avais su, mais c'était. Voilà. Et puis, petit à petit, dans cette ouverture, les esprits des maladies, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et après, je pense qu'ils m'ont appelé, en fait. J'ai mis du temps à comprendre comment faire, comment proposer aux gens. Mais bon, au bout d'un an, 2 ans, je suis arrivée, j'ai proposé un protocole, en fait, et j'avais écrit j'avais sur 2, 3 pages, j'avais écrit, voilà, je veux travailler sur l'esprit des maladies, si ça vous intéresse. J'ai un petit peu envoyé parce que j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas moi qui pouvais décider qui était intéressant, qu'on n'avait pas le droit de penser la maladie de quelqu'un sans son autorisation. Et j'ai heurté des personnes, d'ailleurs, en faisant ça. Donc, ça m'a, voilà. Et, euh, et petit à petit, les gens sont venus à moi. Et puis, c'était le moment où mon landlord, je ne sais pas comment on dit landlord, le propriétaire de la maison que je louais, a vendu sa maison. Donc, j'ai décidé je me suis dit, bah, tiens, je vais partir sur les routes, je vais voyager et puis j'aurai pas de loyer, comme ça je vais économiser des sous et puis ça va me permettre de me concentrer sur mon travail d'auteur et de chercheuse. Et, euh, et voilà, donc j'ai tout quitté pour écrire ce livre. Et j'allais de maison en maison. Et souvent, j'allais chez des amis vivre quelques jours. Et quelquefois, ces amis étaient intéressés de participer à ma recherche. Et, euh, et j'ai compris, donc je travaillais avec mes amis. Et en plusieurs occasions, je restais habiter chez eux après 1 ou 2 jours. Et en fait, je tombais malade. Donc, quand
je faisais un travail très puissant chamanique avec les gens, qu'on ouvrait des énergies de leur famille, de leur ancestrale, etc. En fait, c'est presque comme si on balaye une maison, il y a plein de poussière, on crée de la poussière, en fait. Donc, on crée de la poussière énergétique, on ouvre les champs, et ce champ qui s'ouvre avec plein d'informations des ancêtres, etc., la personne à qui elle s'adresse, elle n'est pas forcément censée ni devoir tout prendre. Donc, si elle est dans son champ énergétique à elle, elle rentre chez elle, et ben, les nouvelles informations s'intègrent et puis les autres partent un peu comme de la poussière. Mais si moi je reste dans ce champ-là, je me prends toute la poussière. En fait, je suis tombée malade, j'ai une dent. Bon, elle devait être déjà pas mal, hein, mais j'ai perdu une dent. Un jour, je me suis sentie complètement déprimée, très malade. Donc voilà, j'ai compris que quand je fais un travail énergétique avec les gens, il fallait, s'ils viennent chez moi, il faut qu'ils partent. Comme ça, je nettoie énergétiquement. Et si je suis chez eux, il faut que moi, je parte. Euh, euh, et, euh, et les chamans, quand j'étais au Népal, j'ai posé une question à un chaman. Je lui ai dit, comment vous faites après les soins? Et un chaman qui a dit, ah non, dès qu'on fait un soin, quelquefois les esprits sont en colère parce s'ils possédaient le patient, on les a retirés. Ou des fois, je me souviens, des fois, moi, je me bats physiquement avec eux. Donc, il y a un chaman qui m'a dit ça, et un autre, je le raconte dans mon livre, un autre qui m'a dit, ah, non, 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 moi, j'utilise l'énergie qui revient vers moi. Et là, j'ai compris que ce chaman, il était un peu sorcier, en fait. D'ailleurs, il était alcoolo, il était alcoolique. Mais donc, lui, ce chaman, quand il soignait et qu'il se faisait attaquer, il utilisait pour lui, ou je ne sais pas à quoi faire, l'énergie qui revenait vers lui. Donc, c'était malin, quoi. Euh, mais Et et c'est donc, là pour que j'ai revenir compris, ah bah oui, je comprends pourquoi je tombe malade si je reste autour des gens quand je travaille. Et alors, du coup, ces esprits des maladies, j'allais dire, alors en français, hein, on le dit souvent, le mal a dit, la mal a dit, enfin voilà. Et du coup, en préparant moi, un petit peu, je me suis dit, bon, ben, la maladie, donc elle a quelque chose à dire, donc c'est le mal à dire quelque chose. Et comment on transforme justement ce mal qui a à dire quelque chose en ce bien à dire quelque chose, ou en tout cas, si on peut parler de soins, et Mm. comment vous avez justement cette appréhension de ces messages et comment on peut les traduire, en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, je me suis dit déjà, c'est comprendre les messages, les traduire et après aller à l'étape supérieure, c'est-à-dire d'apporter un soin ou une guérison à un niveau peut-être différent pour chacun. Là, ce qui me vient, je vais répondre à votre question, hein, mais c'est quand j'ai commencé Mm. à écrire le livre, je pensais que j'allais pouvoir aller les voir toute seule, les esprits des maladies. D'accord. Ouais. Et l'oppression, la peur, là, je me suis dit, ma fille, non, vraiment, tu fais pas ça. Mm. L'autre jour, j'ai raconté à ma fille hier, je parlais du tabac, par exemple. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir l'esprit du tabac pour comprendre pourquoi les jeunes se mettent à fumer, etc. Le tabac m'a envoyé, mais là, je vais être vulgaire, envoyé chier en me disant, non, mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Pars, va, je veux pas te parler, etc. Donc, en fait, j'ai compris que moi, je ne pouvais pas aller voir les messages des maladies. Ils étaient pas, il n'y a pas un message d'une maladie, que je ne pouvais que travailler à travers des patients ou des collègues, je les appelais mes collègues, qui voulaient parler à leur maladie. Moi, je ne suis que la messagère, le pont, d'accord? Donc, c'est pas moi qui… Alors après, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'après après 4-5 ans de travail, certaines maladies m'ont envoyé des messages. Mais c'est jamais, comment dire, par exemple, si je pense au dictionnaire de Jacques Martel sur les maladies, etc., où lui, il a fait un travail, alors je ne sais même pas comment, euh, où il va voir chaque maladie particulière va être reliée à une émotion particulière. Je sais pas, on a la cystite, on est en colère. Enfin, donc moi, c'est pas ça qui m'intéresse en fait. Euh, c'est un travail très beau et qui a sa valeur, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner chaque individu dans son histoire, dans son rapport. Donc, c'est pas l'idée que le cancer va avoir un message, c'est l'idée que quelqu'un qui développe un cancer euh, peut choisir d'interroger cette expérience pour comprendre sa vie. Euh, et euh, par exemple, la première fois que l'esprit du cancer est apparu, je faisais un travail avec une femme qui était venue me voir pour ses enfants d'ailleurs, pas qui elle avait souffert d'un cancer il y a très longtemps, assez cancer de la gorge. Et donc on ne travaillait pas sur l'esprit de sa maladie, mais là le cancer est apparu dans le voyage chamanique.
Et il est apparu comme un moine, un maître zen, très strict. Et il a dit, si tu ne t'occupes pas de toi, non, si tu n'apprends pas à parler de toi, à dire ta vérité, je reviendrai. Mm. Voilà, il a juste donné ce message. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, et ça c'est peut-être aussi ma coloration de psychologue, c'est l'histoire des gens, c'est accueillir les gens dans leur histoire. Ce que j'ai compris, c'est que rien que donner un espace à quelqu'un pour qu'il puisse interroger sa maladie différemment, c'est déjà un soin en soi. Donc c'est pour ça que les gens qui viennent vers moi maintenant, je crois en lisant un article, quelque part, il s'est déjà passé quelque chose pour eux. Ah, il y a un espace où je vais pouvoir penser ce qui m'arrive différemment. Rien que ça ouvre quelque chose. Donc déjà un changement énergétique se passe. Euh, pour ce qui est de l'idée de guérison, alors en français, l'idée de guérison, on est souvent attaché à la matière. On se dit guérir d'une maladie, ça veut dire qu'elle disparaisse. Mais d'abord, la maladie, si on meurt d'une maladie, ça ne veut pas dire qu'on n'en guérit pas, pour moi. Euh, si on fait le travail spirituel qui va avec la réception de la maladie, une maladie peut nous aider à guérir, même si on en meurt, quelque part, à guérir des parties de nous avant que notre corps parte, puisque tout est subjectif. Si on n'est pas attaché au fait que on doit toujours vivre, avoir un corps, voilà, c'est pas, il n'y a pas de, je dis pas que c'est facile, hein, j'ai jamais, donc c'est pas un jugement que je porte quand je dis ça, mais c'est l'idée de prendre la maladie comme une information, comme un symptôme, euh, et de pas se braquer contre elle en fait. Donc c'est là où je parle dans mon livre, j'utilise la métaphore de l'ange noir et l'ange de lumière. Donc en fait, quand on se braque, mais c'est un enseignement bouddhiste, les bouddhistes nous disent ça, on ne peut pas aller à l'encontre de la douleur, de la vie, de la douleur spirituelle ou physique. La seule chose qu'on peut faire, c'est pas rajouter de la souffrance en se braquant contre. Bah, en fait, le message, c'est un petit peu ça des anges. C'est le même message, c'est que quand on est en colère ou quand on se braque contre une maladie, on tombe en vibration et on nourrit la maladie. Donc, elle a plus de chances de continuer à se développer. Quand on apprend à la regarder différemment, peut-être, ou l'accueille différemment, euh, je pense que quelque chose s'ouvre dans notre corps. Déjà, on monte en vibration et on va peut-être être mieux amené à recevoir des soins. Par exemple, si on pense, là, à je vais prendre un exemple, je ne vais pas parler du cancer parce que j'en parle tout le temps, je prends l'exemple de la cystite. J'ai eu une cystite, c'est un peu personnel, mais j'ai eu une cystite il y a 6 mois. Honnêtement, je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Je savais que c'était émotionnel. Enfin, elle était vraiment réelle, j'avais une infection. Les antibiotiques ne marchaient pas. Au début, j'ai fait de l'acupuncture, machin, je ne voulais pas d'antibiotiques. Un cours d'antibiotiques, 2 cours d'antibiotiques. Ça ne marchait pas. Et puis un jour, je rencontre quelqu'un, d'ailleurs c'était mon enseignante, qui interprète ma cystite d'une façon très puissante par rapport à mon travail spirituel, par rapport à mon livre d'ailleurs. Elle a dit, tu as peur de ce qui va t'arriver grâce à ton livre. Et la cystite, c'est quelque chose de territoire, de territorial, avec l'urine, etc. Et ben, son interprétation, la veille, j'avais pris un dernier antibiotique, son interprétation, à mon avis, a ouvert quelque chose en moi, et enfin, l'antibiotique a marché. Donc, j'ai eu besoin quand même d'un médicament qui touchait à la matière. Donc, moi, je n'ai pas envie, dans ma façon de parler, de cliver les médecines. La médecine allopathique est extraordinaire, enfin, toutes les vies qu'elle sauve. Donc, mais je pense qu'on peut travailler mieux en résonance avec elle. Et peut-être, ça c'est vraiment une hypothèse, mais que on voit que des cancers qui reviennent, c'est peut-être des cancers qu'on n'a pas écoutés. Et donc, ils ont été soignés une première fois avec la médecine allopathique qui est tellement puissante, la Kalachnikov, on va dire, qui balaye tout et du coup, effectivement, soigne. Et puis, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ça revient parce que peut-être, et donc peut-être écouter ce que le cancer a à dire, euh, c'est une façon c'est faire de la médecine préventive. Euh, Par exemple, je me souviens un jour une dame en oncologie, elle dirigeait un centre, c'était le centre de psychologie en fait, où les gens venaient, etc. Et elle m'a dit, Claire, c'est très intéressant, elle ne me parlait pas à moi, je ne sais pas à qui elle parlait. Quelquefois,
les gens, voilà, donc ils ont eu un cancer, ils sont soignés, puis ils sont suivis pendant 4, 5 ans, ils vont tous les ans, voilà. Et puis, au bout de 6 ans, on leur dit, bah non, voilà, c'est fini, vous avez plus de cancer. Les gens viennent vers moi et me disent, c'est le pire jour de leur vie. Mm. C'est vous, ils devraient être contents, ils n'ont plus le cancer. Mais la médecine allopathique peut leur assurer qu'ils n'ont plus le cancer euh, physique, donc ils n'ont plus besoin d'être suivis, donc ils n'ont personne qui les aide, mais on les laisse tout seuls avec l'esprit du cancer. Et ils n'ont pas fait de travail pour dire au revoir à l'esprit du cancer, peut-être pour le remercier, et du coup, bah, bien sûr qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas démêlé leur rapport avec cette maladie. Donc du coup, la peur que le cancer revienne, elle nourrit. Je ne sais pas si c'est elle qui va nourrir un nouveau cancer, je n'irai pas jusque-là, puisque moi, tout ce que je dis, ce n'est pas des vérités, c'est des hypothèses, c'est des émotions, c'est ce que j'ai appris en voyant, c'est ce que je. Donc, même quelquefois, quand je parle de vie antérieure, je dis vraiment aux gens, vous savez, on ne sait pas. C'est peut-être des métaphores, ces vies antérieures, c'est peut-être des informations qui viennent du champ collectif. Mais bon, on va dire que là, dans notre soin, ça vient comme si ça vous appartenait. Donc, j'affirme jamais rien, en fait. Donc, mais pour moi, l'idée de guérison, c'est l'idée de guérir son âme, de guérir son esprit, de guérir qui on est, son histoire. Donc, on peut faire un long travail sur sa maladie. Ça ne veut pas dire que la maladie va partir physiquement, mais quelque chose va se transformer dans la relation à la maladie. Et d'ailleurs, les gens qui viennent me voir, ils savent ça. Ils viennent pas, encore heureux, parce que sinon, ils viennent pas pour que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'espoir que la maladie ne va pas disparaître, mais cet espoir est comme une énergie, voilà. Mais qu'ils savent, ils viennent pour travailler sur eux, ils viennent pour travailler sur cette relation Oui, avec c'est la, ça. avec la C'est maladie. vraiment ce qui me vient, c'est de comprendre la relation qu'il y a avec cette maladie qui vient les visiter. Mm, Ils mm, n'avaient pas prévu d'avoir cette visite inattendue mm. et qui peut les faire rentrer dans une certaine douleur physique ou émotionnelle, hein. En tout cas, c'est intéressant d'avoir cette proposition, je trouve, par rapport à l'esprit des maladies qui vient nous et d'essayer de comprendre. Et puis après, de peut-être de l'espoir, en tout cas pour moi, il est là aussi, c'est de se dire qu'on peut travailler effectivement avec la médecine allopathique, avec la médecine plus spirituelle ou médecine naturelle, enfin après on l'appelle comme on veut, et qu'effectivement, on peut anticiper, on peut peut-être travailler plus sur la part émotionnelle. Bon, après, quand même, il y a certains cancers, pour revenir sur le cancer, où les oncologues, ou en tout cas les médecins, les scientifiques vont être un tout petit peu plus ouverts maintenant, en tout cas en se disant, il y a peut-être eu un choc émotionnel, il y a peut-être quelque chose d'émotionnel, en tout cas, qui a pu provoquer ça à un moment donné. Et ça commence à s'ouvrir. Alors après, j'allais dire en fonction des maladies, le cancer en particulier, on parle un peu plus d'émotions aujourd'hui, d'approche émotionnelle, peut-être un petit peu moins pour les autres maladies aujourd'hui. Et, et aussi, ce qui me vient quand vous parlez, ce qui est un message important de mon livre, j'espère, c'est le fait qu'en Occident, on est seul avec sa maladie, en fait. Mm. Euh, Et la vision, donc c'est pour ça que je suis partie au Népal, j'ai voulu comprendre comment on comprenait les maladies dans d'autres cultures. Euh, J'amène le lecteur dans le Népal à un moment où on entre dans une famille où la grand-mère est soignée, il y a tout le village, le, 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 euh, le petit-fils qui est venu de Katmandou pour soigner sa grand-mère. Donc il y a quelque chose de. En Occident, on est seul avec sa maladie, qu'elle soit physique ou. Alors, c'est pas tout à fait vrai, il y a des thérapies familiales, etc. Mais enfin, ça ne fait pas partie De des la soins culture, c'est de la vrai. culture. Tout à fait, c'est vrai. Ouais. Et ce qui est apparu dans mon livre, c'est que les maladies sont des vibrations et que c'est des vibrations qui nous relient. Donc, par exemple, pendant le Covid, on était tous reliés. Oui. Mais pendant le Covid, on était reliés par la toile. Moi, j'appelle la toile de reliance des maladies, la toile lumineuse des maladies. On était reliés par la peur. Mais il y avait une autre toile. On aurait pu transformer cette toile en pensant qu'on était reliés par autre chose, par une conscience différente ou par la lumière, par le. Donc, ce que je propose, en fait, et beaucoup de maladies, donc l'asthme, le cancer, les migraines, quelle autre maladie j'ai vu? Enfin, euh, la première fois que j'ai vu cette toile des maladies, c'était quand je suis allée faire un voyage chamanique pour essayer que les rats de ma maison quittent ma maison sans utiliser de mort aux rats. J'ai dit, bon, partez. Ils ne sont pas partis du tout, hein. Mais là, j'ai vu la peste. J'ai Mm. vu la toile de la peste.
À l'époque, je ne savais pas que c'était les puces qui transmettaient, et pas les rats, mais finalement, c'était les puces sur les rats. Et en fait, c'était une toile lumineuse. C'était la première fois que j'ai vu la toile des maladies. Et moi, et ce que j'aimerais, c'est que c'est de proposer, en fait, d'ailleurs, ça commence à se passer entre mes patients. Les patients viennent me voir, puis on fait un voyage, puis il y a la toile lumineuse qui apparaît, et puis il y a un autre patient, il y a l'histoire d'un autre patient qui vient s'insérer, et je fais un chant. Par exemple, ça est arrivé il y a 2 jours, je chantais pour une femme, elle devait se reconnecter aux montagnes pour son travail à elle, et hop, il y a l'esprit d'une femme en souffrance qui est en train de faire des soins d'oncologie en ce moment, qui est très proche des montagnes, qui est apparue. Et donc, quand j'ai chanté pour cette femme, je pensais aussi à l'autre femme. Et après, à la fin, je demandais l'autorisation. Je dis, vous savez, il y avait la toile des maladies, cette femme, etc. Et ma patiente, elle a dit, bien sûr, partagez le chant. Et j'ai pu partager le chant. Donc, pour moi, ça me met en joie, ça, parce que c'est la matérialisation de la toile lumineuse des maladies. Et je pense qu'on peut s'entraider. Donc, si on imaginait là je rêve, là, ça y est, j'y vais. Si on imaginait un service d'oncologie où quand quelqu'un reçoit le diagnostic, qui peut être terrifiant d'un cancer, c'était pas juste le diagnostic, il part et dans 3 semaines, il commence la chimio, il sait qu'il va perdre ses cheveux, etc. La peur de la chimio, etc. Il y a aussi un service qui les accueille dans une toile de prière où il y a des gens qui partout dans le monde s'en sont peut-être sortis avec cette même maladie, pris ou peut-être racontent leur histoire. Et donc, la personne, alors elle a une maladie, ah mais tout d'un coup, cette maladie lui offre de rentrer dans une toile extraordinaire d'amour et de reliance. Ah bah déjà, ça change la maladie, ça change l'histoire euh, et ça coûte pas cher. Voilà. Merci Claire-Marie, moi j'aime beaucoup hein, on va conclure sur cette jolie toile hein, justement de transformation de maladies et d'être en reliance les uns avec les autres et effectivement c'est beau de vous entendre nous rappeler qu'effectivement en Occident beaucoup face à la maladie et même face à la vie quotidienne, hein, il y a beaucoup de gens qui sont dans la solitude hein, et peut-être que notre job aujourd'hui c'est de nous relier les uns aux autres à un autre niveau. Alors, dans la maladie, c'est possible, mais peut-être aussi enfin, tout simplement dans la lumière. Bien sûr. Peut-être Et bon pour d'ailleurs, ce que vous faites, votre travail, Orlan, c'est ça. Enfin, ces podcasts, c'est ça. C'est finalement vous aussi, votre podcast, il y a la toile de votre podcast, il crée une reliance en fait entre les gens. Donc, des toiles maintenant, bien sûr, avec le net, il y en a des tonnes. Et on peut choisir de rentrer et de créer des toiles de lumière. Merci beaucoup, Claire. À bientôt. Bah, c'est moi, merci, Orlan. Merci infiniment. Prenez soin de vous et puis on prend soin aussi de nous dans notre reliance les uns avec les autres. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.